Bonjour à tous, c'est Vaco. Salut à tous, c'est le Carlin Dodu. On se retrouve pour un nouvel épisode de cette playlist qui va devenir légendaire et on poursuit aujourd'hui par les unités rares de l'armée orc et gobelin. Eh bien, pour démarrer, je pense qu'on va pouvoir commencer par l'Arachnarok, cette chère Arachnarok. Magnifique. Assez difficile à défendre quand même, avec ses 310 points. Oh ouais. Ouais. Ça va, moi j'aime bien. Ouais, mais elle est chère. T'as le hors-sujet, on n'a pas commencé qu'on est déjà hors-sujet. Moi j'aime bien la Ragnarok. Ah, je Elle a la ses trouve. grosses présences, c'est beaucoup de PV, c'est de un peu du poison, j'aime bien. Elle est boudée par les joueurs. Ouais, puis même moi, j'ai du mal à la sortir. Elle est très vite très chère. Alors, mouvement 7, CC4, force 5, endu 6, 7 PV, init 4, 6 attaques. Ensuite, ça va être l'équipage qui va déterminer la suite. CC2 puisque ce sont des gobelins. CT3, force 3, init 3, une attaque comme à 7. Bon, alors c'est un équipage de gobelins avec un bon com quand même. Donc type Behemoth. Donc du moment qu'on fait un mouvement classique, on a la règle pesant qui se met en place. Donc c'est comme avec les chars. Mouvement classique, tu as le droit de faire un pivot de 90 à la fin. Et vu la taille de son socle, ça fait des beaux pivots. Oui, c'est un socle de 100 par 150, donc effectivement c'est assez chargé. L'avantage du Behemoth, c'est que vos piétinements vont être PA2. Toute attaque de piétinement effectuée par un Behemoth a une caractéristique de pénétration d'armure de -2. Cependant, cette règle ne peut pas être utilisée contre un autre monstre, créature monstrueuse ou Behemoth trop gros pour être piétiné. Valeur d'armure de 4+, c'est l'équivalent d'une armure de plate, c'est pas dégueu non plus. Arachnarok qui se balade avec ses crochets empoisonnés compte comme arme de base et injection de venin, c'est une autre arme du coup sur laquelle je vais venir tout de suite. Donc c'est force utilisateur, PA2, blessure multiple, D6, attaque empoisonnée, frappe en premier. Avec une CC4, c'est pas trop mal, c'est plutôt une bonne CC pour un Behemoth tout seul. Et en note, en combat, cette figurine peut choisir d'effectuer une de ses attaques avec cette arme à chaque tour, mais elle peut choisir. Pas obligatoire. C'est pas comme la queue venimeuse ou des choses comme ça. C'est ça. Ou là, c'est elle doit, donc c'est quand même différent. Après, bon, franchement, force utilisateur, PA2, blessure multiple D6, attaque en premier, attaque empoisonnée, c'est un petit peu con de passer à côté quand même. Donc c'est pas trop mal. L'équipage gobelin se balade avec arme de base, lance de cavalerie, arc court. Bon, ils ont toutes les options, voilà. Elle peut prendre une catatoile. Alors ça, j'ai un peu de mal à trouver l'utilité, mais bon, encore une fois, ça peut se justifier, c'est 35 points. Portée 12 à 48, force 2, 4 au centre, pas de PA sur les côtés, PA 1 au centre, bombardement et encombrant, donc ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser en contre-charge, et le bombardement, c'est que ça va être un tir comme une catapulte en fait. Et gabarit d'explosion de 5 pouces, si un Mistfire est obtenu avec le dé d'artillerie, cette figurine perd 1 point de vie au lieu de faire un jet sur le tableau d'incident des tirs. Bon, voilà. C'est marqué en dessous donc que c'est une monture de personnage et que du coup, c'est considéré comme un char. Donc, il va y avoir déjà l'angle de vue à 360 pour tout ce qui est blast. Enfin, même pour l'angle de vue. Et pour la catatoile, donc. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout que le chaman dessus va pouvoir booster un petit peu comme il veut et blaster un peu comme il veut. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant pour ça. Elle est ordre serré, Oda, immunisé psycho. Bon, bah ça, voilà. Grande cible, ça, on l'avait vu venir. Mouvement à couvert, attaque empoisonnée, attaque de piétinement. L'avantage, c'est que les attaques empoisonnées, tous les gobelins dessus vont en bénéficier. Donc les 8 gobelins qui vont tirer et taper à la lance. Attaque de piétinement D6, obstiné. Ça, c'est intéressant. Et elle a le rapide. Donc c'est quand même un Behemoth, mouvement 7, rapide, terreur. L'armure qui gobelin, elle a accès à d'autres Behemoths? La mer des trolls peut-être? Oui, il y a la mer des trolls, il y a aussi le squid broyeur, il y a aussi le géant. Mais donc elle a quand même accès à d'autres sortes de piétinement. C'est ça, c'est pour ça qu'on va y venir après, mais en fait, l'Arachnarok, en soi, c'est pas du tout une mauvaise créature. Le problème, c'est qu'elle souffre de la concurrence avec les autres. Bah, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est le problème aussi de l'armure gobelin, c'est qu'il y a tellement de choses bien. Ouais. Et tout ce qui est un petit peu moins bien, on a l'impression que c'est pas fifou. Et si tu la compares par rapport aux monstres de beaucoup d'autres livres d'armée, oui. Et moi, elle me choque pas. Et encore une fois, oui, elle a son attaque multi-PV D6. C'est comme le coup fatal, tu sais, du Nécrosphinx.
Oui, ça va tomber un coup tous les 36 du mois, mais votre adversaire, il doit quand même en tenir compte. Oui, c'est ça. Si t'arraches un monstre à 300 points avec ça, sur juste un malheureux 6, c'est lourd quand même. Hein. Mais après, tes blessures multiples D6, bon, il y a quand même toutes les histoires de save et tout encore, tu vois, c'est pas comme un coup fatal ou un tueur de monstres qui, lui, tombe, ça te saute les saves de base, ça te saute les régènes. Là, t'as encore tous ces systèmes-là qui sont en marche. Donc bon, pour 300 points, je la trouve un peu chère. En fait, c'est surtout ça. Et le moment où elle se justifie, pour moi, c'est en étant combotée avec un chaman gobelin. Moi, en tant que tel, je la trouve assez chère. Le problème du socle, le 100 par 150, j'ai un petit peu de mal avec ça parce que c'est quand même très dur à manœuvrer. C'est vite contrable. Le fait que dans les charges de Old World, et c'est ça la grosse différence, c'est que son utilité de V8, c'est qu'elle va être moins mobile qu'en V8 parce que vous allez quand même devoir payer toutes vos roues. Donc vous allez payer minimum 4 pas de roues. Après, vous allez quand même avoir aussi une figurine qui va être en mesure d'aller faire du tueur de monstres low cost. On n'a pas de tueur de monstres à proprement parler en orc et gob, à part la Ragnarok. La Ragnarok, c'est vraiment celle qui est le mieux taillée pour aller fumer du monstre. Déjà par toutes ses attaques empoisonnées, et sa blessure multiple D6 frappe toujours en premier. La catatoile, elle, pour le coup, je la trouve pas si folle, brute de pomme comme ça. Moi, la catatoile, je le vois bien pour une liste qui est full tir, ou en fait pour uniquement 35 points, ce qui correspond à, en gros, au prix d'une balise ou du demi-catapulte. Alors, vous allez vous rajouter un tir en plus, qui a une portée qui est cross-map, vous allez tirer à peu près n'importe où, avec un gabarit de 5 pouces. Alors, c'est peut-être pas le meilleur tir du monde, et j'entends que si votre adversaire régulier, c'est un nain, un autre orc ou un gars du chaos, ça va pas faire grand-chose. Ben si, justement, avec un urticaire ultime, tu le descends en endurance 1. Vanilla. Ah, Vanilla, là, ouais, non, mais la catatoile, faut pas la jouer, Vanilla. Voilà, non mais Vanilla, mais par contre, même Vanilla, si votre adversaire c'est un empire, un elfe avec beaucoup de lanciers, si c'est un homme lézard avec beaucoup de skink, etc., le gabarit de 5 pouces va vous permettre quand même de garantir énormément de touches. Et là, effectivement, on revient sur la partie combo. Si votre adversaire, c'est à peu près les armées susnommées et par extension ensuite toutes les autres, si là vous commencez à jouer avec de l'ulticaire ultime, là vous avez un potentiel d'avoir une des machines de guerre les plus dévastatrices du jeu. Oui, puis les choses sont bien faites, c'est surtout que la Ragnarok, ça va être une monture de chaman, et l'urticaire ultime, c'est le primaire des chamans gobelins. Donc c'est vraiment fait pour. La catatoile, pour moi, c'est vraiment son intérêt primordial, c'est d'être comboté avec ça. Mais par contre, effectivement, oui, sur une liste orientée full tir, tu balances tes meilleurs deux balistes, lance-roc, cataplongeur, catatoile, tu joues avec du chaman gobelin, bon, le gars passe des phases de tir, il s'amuse pas en face. Et la Ragnarok, elle peut ensuite manger les survivants corps à corps. Et c'est surtout que si jamais il essaye de te foncer dans le tas avec un gros monstre, tu le tankes à la Ragnarok parce que tu as l'obstiné. Absolument. Donc du coup, ça te permet déjà un peu de temporiser. Et si tu l'as pas fumé et que ton frappe toujours en premier. Ce qui est bien avec l'injection de venin, c'est surtout que c'est un frappe en premier. Donc en fait, même si le gars te charge à init 10, non, je tape avant avec mon frappe en premier et je fais un décipève. Et c'est surtout que c'est la Ragnarok qui le balance. Donc elle est à CC4. Par contre, faites très attention, c'est que lui, pour vous toucher, ça va être la kermesse. C'est qu'il va se battre contre la CC des cavaliers. Donc il va se battre contre des gobelins qui ont CC2. Donc là, voilà. Et l'avantage, encore une fois, mais bon, après, c'est comme vous le sentez, c'est que le chaman gobelin dessus, ça va apporter une CC4. Je rajouterais juste en complément que pour moi, potentiellement, une des plus grandes forces de Ragnarok, c'est pas ses attaques, c'est pas son attaque spéciale à DCPV, bien que ce soit quand même génial, c'est la multitude de petites attaques empoisonnées. Parce que les monstres ont des grosses endurances et souvent des sauvegardes assez faibles. Et s'il y a bien un truc que les monstres détestent, c'est l'avalanche d'attaques empoisonnées. Alors vous pouvez me dire, oui, avec 8 attaques, il y a un monde où vous allez faire 0,6. Effectivement. Mais avec 8 attaques, il y a aussi un monde où vous allez faire de 2, 3 ou 4. Et c'est de l'orc et gobelin, de toute façon, c'est aléatoire. Hein. Et c'est de l'orc et gobelin. Mais en fait, encore une fois, même si vous vous dites, oui, mais potentiellement, je vais pas toucher blessé avec l'attaque des 6 PV, je vais pas toucher sur du 6 avec les attaques empoisonnées, n'oubliez jamais que votre adversaire a peut-être une analyse, une réflexion ou même une vision mathématique qui est complètement différente de la vôtre. Et là où vous vous dites, ah non, mais tiens, son monstre, ou son unité, ou tel truc, il va jamais y aller, ou patati ou patata, ou au contraire, il va venir, votre adversaire il a peut-être la vision complètement inverse. Votre adversaire va peut-être se dire,
il y a un monde, je prends déjà 1 ou 2 PV gratuits avec les gobelins, puis je prends 1 ou 2 PV gratuits avec les attaques, puis il y a un monde où je prends mon D6 PV. Alors après, effectivement, donc je suis assez axé sur la thématique du chaman gobelin sur Ragnarok, mais aussi par exemple, c'est que le chaman gobelin sur Ragnarok, ça va être un bon moyen avec les 8 archers gobelins et possiblement un anneau rubis de ruine, ben ça va être un moyen de striker des redirecteurs, voire même des unités qui peuvent s'avérer un peu chiantes ou qu'on a envie d'affaiblir, qui nous contournent, avec du coup une saturation de tir à 360. Ça, faut pas le perdre de vue. C'est que ça va être votre moyen quand même d'avoir une grande cible qui voit à 360 sur les tirs, et ça va être la seule de l'armée qui va pouvoir faire ça. Donc il y a quand même un gros intérêt. Je pense qu'après, le prix de la Ragnarok est très élevé par rapport au reste, parce que, en effet, c'est quand même la seule qui va pouvoir proposer ce truc-là. Mais, encore une fois, c'est quand même un investissement, c'est un coup à sortir, quoi. Donc faut bien le calculer, faut pas partir dessus en se disant « youpi, c'est parti ». Faut quand même bien calculer les choses. Peut-être pas le conseiller dans des formats en dessous de 2000 par exemple. Ouais, en dessous de 2000 ça va être chaud. Ou alors, rigueur, c'est vraiment si tu fais un full gobelin. Si tu crées de la liste autour d'elle. Ouais, voilà, c'est ça. Soit c'est ton élément central et tu articules vraiment ta construction de liste autour, soit sinon, tu le sors vraiment à beaucoup plus gros format. Le Squeak Broyer. Mouvement aléatoire de 3d6, CC4, force 6, endu 5, 4 PV, init 3, D6 attaque comme à 4 et 95 points. Ça, c'est pas mal. Vous êtes de type Behemoth, taille de socle 50-75, taille d'unité 1 maximum, équipement colossal gueule garnie de crocs. Alors ça, c'est une ambiance. Et peau écailleuse compte comme une armure lourde. Toujours plus. C'est ça. Alors, la colossale gueule garnie de crocs, elle fait quand même plaisir. Force utilisateur, PA2, coup fatal. Force combien 6, 5 Et force 6. Force 6, PA2, coup fat. C'est pas mal, hein. Et c'est 95 points pièce. Hein. C'est un délire. Hein. Ah. Le Squeak Broyer, c'est vraiment un délire. Comme disait Maximus, déchaîner les enfers, quoi. C'est ça. Ordre serré, N des nains. Ça, c'est cadeau, ça, on aime bien. Immunisé psycho. Touche d'impact D6. Alors les touches d'impact, c'est important, c'est que ces touches d'impact, elles vont être à PA3. Donc ça va être encore mieux qu'un char lourd. Attends, laisse-leur quelques secondes pour intégrer ça. 100 points, des touches d'impact, PA3, et ensuite ça met des pains, F6, PA2. C'est ça, coup fatal. Oui, oui. Attends, laisse-les un petit, parce que là, ils viennent de poser leur pinceau, ils prennent le petit mouchoir, ils essuient les larmes, 3, 2, 1, c'est bon, les larmes sont sur. Alors les joueurs Orc et Gob, ils ont sorti le mouchoir, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ils sont très enrhumés. Donc, grande cible. Alors bon, là pour le coup, il n'y a pas trop d'intérêt bénéfique pour nous. C'est plus bénéfique pour l'adversaire, c'est pour pouvoir nous fumer parce qu'on se cache derrière des unités. Bon, en même temps, s'il n'y avait pas ça, ça serait vraiment n'importe quoi. Attaque aléatoire, donc comme je l'ai dit juste avant, c'est une attaque de D6. Mouvement aléatoire, c'est là où c'est vraiment une dinguerie. C'est qu'en fait, vous allez avoir un tout petit socle de 50 par 75. Et votre mouvement aléatoire, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir faire des petits pivots, mais qui vont être vraiment peu chers. Donc, typiquement, c'est comme ça que je les sors. Moi, je les mets sur les côtés de mon armée, en général. Et quand j'ai un adversaire, au hasard, un haut elfe, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas affronté d'haut elfe, j'en affronte très rarement. Personne n'en joue. À peu près 2 fois par semaine. Hein, voilà. Non, on rigole, c'est le cancer, hein, naturellement. Au cas où vous n'auriez pas compris. Et tiens, je t'ai mis des guerriers fantômes. Ou je t'ai mis ces saletés de sœurs d'Avelorn. Je t'ai mis... 3 x 10 parce qu'on joue fun aujourd'hui. C'est le fun, le fluff. Hein, voilà, comme dit notre bon Tosca, c'est le fun et le fluff avant tout. Et dès que quelqu'un commence à sortir ça, je me dis, tiens, un Squeak Broyer, ça prend pas beaucoup de place, ça se cale n'importe où. Ça se mange sans fin, voilà. Et je balance mon mouvement aléatoire de 3d6, je vais te choper tes guerriers fantômes, je les démonte, que avec des 6 touches d'impact PA3, en général, ça met un peu une ambiance de merde. S'il y en a qui ont survécu, je leur remets 2-6 en tournée, et c'est surtout qu'ils ne vont pas pouvoir tirer en contre-charge encore une fois, puisque c'est un mouvement aléatoire, et tu vas pouvoir avec ça aller choper des unités qui sont hors de ton arc de vue. Et ça, c'est fantastique.
Un petit peu le même rôle que ce qu'on avait quand on a parlé des chevaucheurs de Squeak, Ouais. mais en plus gros et en plus fort. En mieux, je trouve. En beaucoup Absolument. mieux, moins cher, en plus. Mais rare. Moins cher, mais C'est là où rare. l'imitation se fait aussi. Et l'avantage, c'est que en fait, tu peux en sortir un par chaman ou chef gobelin de la nuit. Donc, en jouant une liste à thématique gobelin de la nuit, bah, en fait, dès que tu sors un chef gobelin de la nuit, tu as le droit d'en dégainer un. Si vraiment tu veux jouer de la liste vraiment forte et sans pitié, tu peux facilement en sortir 4 ou 5. Hein. Ça va vite. Hein. Alors, il y a ce que les règles permettent à un instant T. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a la décence et la morale. Ça, bon, vous êtes une partie à pas en avoir, donc ça vous parle peut-être pas forcément. Le mec, il joue elfe, hein, ça va. Mais je prendrai un autre argument, c'est que n'oubliez pas la scène tournoi quand en pleine construction. Il y a une scène tournoi. Il y a des tournois, on en a vu quelques-uns. Ah, il y a des tournoi, mais alors la scène tournoi en France... La scène tournoi, elle arrivera. Mais c'est juste, n'oubliez pas que le jour où elle sera là, il y aura, comme on a connu, les tournois No Limit, ou ferez ce que vous voulez, et la plupart des tournois seront quand même très probablement limités, et il y aura souvent de la limitation à doublette de rare ou des choses comme ça. Oui, donc ça. ne vous habituez pas au luxe. Moi, j'en sors que 2, je fais pas au-dessus. J'en sors 2, voilà, et en liste thématique. C'est ce que j'ai fait au tournoi de Cholet, je suis venu avec 2 Squeak Broyeurs, ils ont très bien fait le taf, ils ont été absolument incroyables sur toutes les parties que j'ai fait. Au-dessus, je trouve qu'après, c'est comme les fanatiques, en fait. Il y a un moment, oui, je pourrais en sortir 10, oui, je pourrais en sortir 12. Est-ce que je le ferais? Non, quand même, j'ai envie d'avoir des adversaires, quoi. Et après, il y a attaque de piétinement D3. Donc, tes piétinements à D3, ils vont quand même faire PA2, vu que t'es Behemoth, ça fait plaisir. Et le Timber. Donc, même quand tu meurs, t'envoies des steaks. Donc, le Timber, pour rappel... On balance un jet chacun, et celui qui gagne le jet termine dans quelle direction le monstre tombe. C'est ça. Donc, ouais, le Squeak Broyer, bah, effectivement, oui, une des meilleures unités, là, clairement, c'est une dinguerie. Après, bon, c'est mouvement aléatoire quand même, hein, faut pas perdre ça de vue. Mais, franchement, 95 points, ça... Là, pour le coup, c'est vraiment un truc de fou. N'oubliez pas, par contre, que le Squeak Broyer traite tous les terrains difficiles comme du terrain dangereux, ça, j'ai oublié de le préciser. Usage, tu le mets sur la table, tu l'envoies sur l'unité la plus chère de l'adversaire. Ça va être le char des gobelins de la nuit où tu peux pas le rediriger. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. C'est mon espèce de char qui va charger sans angle. C'est le char en mieux, pour 5 points de plus. En plus, le char à sanglier, c'est 90 points. Donc, En gros, c'est une unité de Warhammer 40 000 mais à Battle, quoi. Ouais, non, tu dois payer ta roue quand même. Tu dois payer ta roue. Vous Bah ouais, c'est... vous ta roue. J'ai que rendu 5, donc j'ai rien pour les gérer. J'adore cette phrase aussi. Alors par contre, faites très attention, les Squeak Broyers, bon, contrairement au char, hein, ça va sortir de table en permanence. C'est super chiant pour ça. Mais c'est dès que tu vas aller choper quelque chose, en fait, bah, il va falloir que tu fasses un test à 4 pour pas taper ta meilleure percée. C'est assez facile de les faire sortir de ta Bah tu vois, moi c'est marrant parce que moi justement je les jouerai en pure frontale. Justement, moi je n'irais pas latéraliser avec ça. Je ferai un gros tout droit vers les unités, général GB, cavalerie de choc, graleux. Ah, c'est le côté grande cible. Le côté grande cible, en fait, de front, tu vas souvent avoir une sale ligne de tir, surtout qu'en plus maintenant les unités de tir elles peuvent tirer sur 2 rangs sur les grandes cibles. Ça peut vite sauter, c'est surtout ça. Et bon, vu que j'en joue que 2, parce que ben, je suis pas un animal à ce point-là non plus, du coup, j'essaye de quand même les protéger. Donc, je les mets sur les flancs, j'essaye de les balader derrière les forêts, j'essaye de la jouer un peu comme ça, quoi. C'est plus mon style de gameplay. Parce qu'après, ben, vu que je les joue en liste full gob de la nuit, il n'y a pas 30 000 trucs qui ont grande cible qui peuvent écranter. Il vaut 95 points. Bon, le pricing, il est peut-être un peu serré. Mais après, c'est une unité, c'est pas vraiment fait pour encaisser. Hein. On est bien d'accord que ça rentre quand même dans les must-have. Bah, ça dépend encore une fois de si tu joues une thématique gob de la nuit. De toute façon, t'es obligé de jouer au moins un chef ou un chaman gobelin de la nuit pour le dégainer. Donc, t'en verras pas dans des armées de wag nomades, parce qu'ils y ont pas accès. La horde de trolls non plus. La horde de trolls a accès que aux gobelins communs. Donc, en fait, tu pourras les voir que dans le cadre d'une grande armée, les Squeak Broyers. Par contre, attends, on est bien d'accord, ils font un personnage, il faut pas forcément d'unité de base. Non, c'est un personnage. En fait, le personnage te débloque l'accès à l'unité de base qui te débloque accès à d'autres trucs. En fait, c'est le personnage te donne 0-1 recrutement dans ta tac et tu te sers. Donc, troupeau de squig, gobelin sur squig, etc., etc. Et après, tu adaptes. Le géant,
Donc Behemoth, mouvement 6, CC3, CT1, spoiler, ça va pas vous servir à grand chose. Force 6, endurance 6, 6 points de vie. Donc il s'est endormi sur la touche 6, le gars. Initiative 2, attaque astérisque. CD10, ça c'est pas mal. Contrairement au Squeakbriar, là, bon, vous irez, ça va être quand même un petit peu plus facilement gérable. Enfin, vos percées maintenant. Pour 200 points, moi je trouve que c'est une très très bonne entrée. Et c'est une entrée qui est commune à pas mal d'armées, donc c'est ça que j'aime bien. Taille de socle 50 par 50 ou 50 par 75 max. Donc en équipement, on a la massue de géant, la peau calleuse qui compte comme une armure légère, donc vous allez avoir qu'une 6+, par contre, ça n'a pas été tapé loin. Ordre serré, attaque de géant, donc c'est des attaques aléatoires, mais aléatoires vraiment pas avec juste un D6. Immunisé psycho, grande cible. Le ramassage, on y viendra juste après. Attaque de piétinement D6, donc APA2, sauf contre Behemoth et créatures monstrueuses. La terreur, le timber dont on vient de parler juste avant. L'indémoralisable qui fait vraiment plaisir. Ça veut dire que même si vous perdez le combat qui sont 30 fois supérieurs à vous et que vous perdez le combat de moins 10, vous vous en foutez. Dans tous les cas, vous ferez au maximum un CD le terrain. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est surtout qu'une fois que vous avez fait votre CD le terrain, l'adversaire, s'il décide de rester au contact ou qu'il loupe son test de com, il ne comptera pas comme ayant chargé. Donc les lances de joute ne s'activeront plus. Les touches d'impact, faudrait qu'il parcourt au moins 3 pas, mais même dans ce cas-là, c'est plus une charge, c'est vraiment le combat qui continue, juste vous avez décalé le combat de 2 pas. Les attaques de géants, il est dit que au lieu d'attaquer normalement à la phase de combat ou d'effectuer une attaque de ramassage, un géant peut choisir d'effectuer une attaque de géant. Pour ce faire, désigne une unité ennemie avec qui le géant est engagé en combat et faites un jet sur le tableau d'attaque de géant ci-dessous. Le coup de boule vous permet de faire D3 plus une blessure sans sauvegarde d'armure ni de régénération autorisée. Il reste que les sauvegardes vulnérables, donc ça peut être extrêmement fort quand vous êtes face à une seule figurine. C'est ça, ça peut vous permettre de fumer le général dans son pavé ou l'AGB gratos. Le plat du ventre, vous vous écrasez dans l'unité ennemie avec un petit gabarit de 3 pouces, et les figurines sous ce gabarit subissent une touche force géant PA2. Donc force 6 PA2, petit gab, ça fait quand même plaisir, et c'est surtout que c'est de la touche auto en plus. Sur le résultat 3-4, donc votre résultat intermédiaire, que vous aurez donc 2 fois sur 6, vous générez D6 plus une attaque, et votre arme de géant, accrochez-vous, va passer à force 7, PA-2. C'est aléatoire, certes, D6 plus 1, donc vous ferez entre 2 et 7 attaques, mais ce qui est en face de vous risque de ramasser énormément. Encore une fois, n'oubliez pas, on est quand même dans du full aléatoire. Et aussi, il va falloir que vous touchiez par contre cette fois-ci. Donc vous avez une CC3, donc celle-là, elle n'est pas géniale comparée aux autres. Le coup de massue, là on est sur une phase zéro subtilité. On est là pour nettoyer le mec d'en face. Pour cette attaque, la massue du géant prend force plus 4, PA-4, donc là vous êtes littéralement force 10, blessure multiple, D6. Et pour terminer, le saut à pieds joints, encore une fois, attaque emblématique du géant. Vous n'utilisez pas votre massue parce que comme son nom l'indique, ça ne sert à rien. Et là, vous infligez D6 plus une touche, force du géant, sans sauvegarde d'armure autorisée. Précisons quand même que les sauvegardes invulnérables et régénération peuvent être tentées normalement. Mais oui, dans le cas d'un pavé de base de cavalerie lourde ou quoi... Bonjour, cavalier du cercle intérieur. Ouais, c'est ça. Bonjour, Ali du chaos, comment vas-tu? C'est tu as pris ton petit déjeuner? Blam. Ah, ça fait mal, hein, ça fait mal. C'est vraiment douloureux, même du char, hein. Tu peux lui faire des sales trous avec ça. Donc, en résumé, toutes ces attaques sont extrêmement fortes, mais elles sont aléatoires, et votre principal risque est de vous retrouver avec, on va dire, l'attaque la moins adaptée selon la figurine que vous affrontez. Ouais, ça va être... en fait, les attaques sont toutes bonnes, mais sont très situationnelles. Et le problème, c'est que vu que c'est aléatoire, tu peux tomber sur le truc qui te fait sniper une figurine alors qu'il n'y a pas de champion, il n'y a pas de personnage intéressant. Cas concret, vous avez 15 martelets que vous avez besoin de sortir, vous faites un coup de boule sur une figurine. Alors ok, elle explose, mais il vous reste 14 marteliers. Ouais, c'est ça. A l'inverse, comme Raph le disait, vous tombez sur un dragon, un tank à vapeur ou un char, vous faites le saut à plat ventre, il va prendre une touche. Bon. C'est ça. C'est, le géant, c'est une très très bonne unité. Moi, je la trouve absolument géniale. Mais par contre, effectivement, le côté aléatoire fait que vous n'allez pas être super fiable.
Alors aussi, il va y avoir l'attaque de ramassage. Donc au lieu d'attaquer normalement à la phase de combat ou d'effectuer une attaque de géant, un géant qui est engagé en combat avec au moins une unité dont le type de troupe est infanterie régulière ou infanterie lourde, marche pas avec l'infanterie monstrueuse du coup, peut choisir d'effectuer une attaque de ramassage. Pour ce faire, désigner une unité ennemie d'infanterie régulière ou lourde avec qui le géant est engagé en combat. L'unité doit effectuer un test d'initiative. En cas d'échec, le géant ramasse une victime. Et en cas de réussite, les guerriers parviennent à s'échapper des mains du géant, personne n'est ramassé et l'attaque n'a aucun effet. Jetez un D6, sur un 2-3, le géant oublie ce qu'il faisait et n'effectue pas d'autre attaque. Sur un 4+, le géant tente de nouveau de ramasser un autre ennemi. L'unité doit effectuer un autre test d'initiative. Cela continue jusqu'à ce que le géant oublie ce qu'il faisait et cesse d'effectuer ses attaques, ou jusqu'à ce que l'unité soit détruite. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc en fait, vous allez avoir deux types de combats avec votre géant. Donc soit les attaques aléatoires et effectivement vous croyez en l'âme des cartes et vous pouvez faire des dingueries. Soit vraiment vous voyez que vous tombez contre du nain du chaos où absolument chaque personnage coûte à peu près 500 points pièce. Ah ben mince, du coup on va faire des attaques de ramassage puis tu vas faire un test d'initiative à 2. Voilà. Et puis sur un 4+, c'est reparti pour une deuxième tournée, et hop. Et ça peut être très rigolo en vrai. Et c'est un truc qui est assez rarement joué, et même moi, j'ai tendance à le zapper. J'ai tendance à partir machinalement sur mon attaque aléatoire, et je fais « Ah mais merde, mais oui, mais c'était des marteliers, ils ont I de 2. J'aurais pas dû m'embêter. » 200 points, socle de 50 par 50, il est manœuvrable comme on veut. C'est royal, quoi. Pour moi, le vrai problème du géant, en fait, c'est la tolérance du joueur à l'aléatoire. Oui, moi j'aime bien. Donc forcément, c'est pour ça que je joue le pied de Gork, alors qu'à chaque fois ça tue mes loups, tu vois, par exemple. Mais je trouve que l'aléatoire, ça met vraiment du peps dans la partie, ça donne un côté cinématique qui est vraiment cool. Mais après, encore une fois, c'est vraiment une question de vision de jeu, d'état d'esprit, il y a des trucs qui peuvent plaire à certains et vraiment dégoûter d'autres, quoi. Est-ce qu'on le voit plus comme de l'anti-infanterie ou l'anti-monstre ? Le géant, il fait tout. Le géant, il fait tout, en fait. Moi, je l'envoie dans les pavés d'infanterie d'élite leur refaire le cul. Ah ouais. Moi, le seul défaut que je trouve, en fait, au géant, c'est qu'il est pas rapide. Ouais, ça c'est chiant. Ça me tue parce que combien de fois, là, sur les dernières games où je l'ai sorti, je me bien, j'avance de façon agressive sur un flanc, je suis assez content, je me positionne bien. Tu sais, je suis, ça, on se pousse, c'est même pas ma réglette, tu vois, de mouvement. Et là, tu fais, ah bah en fait, il me faut un 5. Bah, je lance 2 dés, je fais 3 et 4. Chaos World, t'as qu'un seul dé, ouais, donc ça, c'est douloureux. Je le mets pas en flank complet, je le mets sur le bord de ma ligne de front. Moins loin que le Squeakbroyer, parce que le Squeakbroyer, pour le coup, il tank beaucoup moins bien, donc faut vraiment que j'aille le planquer derrière des collines, tout ça. Puis c'est 3d6 mouvements aléatoires, ça peut aller vachement plus vite. Là, pour le coup, le géant, quand même, son mouvement assez réduit, donc je le rapproche plus du centre. Et en fait, c'est surtout que le géant, j'aime bien le garder dans le coin. Comme ça, une fois que le mec, il a mis son pavé élu de la mort qui tue, tout ça, une fois que je vois où il l'a mis, parce qu'en général, on arrive à la fin du déploiement, j'ai déjà fait ma ligne, il voit à peu près où va être mon général, mon gros pavé d'orque noir, etc. Je vois où il a mis son truc, je fais bon, allez hop, je te mets un géant en face, et puis let's go en voiture Simone. Et aussi, c'est qu'avec son indémoralisable, il peut vraiment te sauver des régiments. Je m'explique. T'as un régiment d'élus, par exemple, qui est en face, tu fonces avec ton pavé d'orque et ton géant en te disant « Allez, vas-y, je vais les déglinguer ». Tes orques se font démolir la gueule. Du coup, fuite, voire serait beau, mais ton géant, vu qu'il est indémoralisable, il va juste céder du terrain. Donc, à son tour, il va te suivre. Ton géant, il va remettre une partie d'attaque. Ça se trouve, tu as tiré ton bon truc. Et surtout avec la proba, que si vu que tu avais engagé 2 unités en même temps, ton géant il est complètement sur le flanc, donc potentiellement t'as qu'une ou 2 figurines en face qui engagées en plus. Ouais, qui vont taper à attaque maximum. Et puis c'est là où je le trouve beaucoup mieux que la Ragnarok par rapport à son côté taille de socle, c'est que le 50 par 50, tu veux le rediriger, faut que limite les mecs tu les mettes devant, donc c'est au risque de fournir un tremplin, parce que du coup, je charge, je les poutre, puis je fais ma percée de 2d6, et au final, tu vas être vraiment beaucoup plus manœuvrable, ton angle va être plus petit, donc tu vas pouvoir choper plus de trucs, tu vas être beaucoup plus fin dans tes mouvements, et c'est là où, en fait, vraiment, le socle de 50-50, je le trouve vraiment royal pour le géant. Tu vas avoir une capacité de te faufiler,
tu vas mieux passer qu'un char, t'auras moins de gens qui vont pouvoir t'engager de front ou de face, pour toi c'est la même, tu t'en fous, t'es indémoralisable, t'en as encore plus rien à foutre, je trouve génial. Et c'est son petit socle, son coup en points qui est pas dégueu, 200 points, franchement c'est honnête, et le fait qu'en fait, quasiment toutes ces attaques sont pas mal. Et que même si tu tombes contre de l'infanterie de la mort avec des petites initiatives, au final, tu switches en ramassage, si t'as envie d'assurer ton coup, et là, bam, t'y vas. C'est pour ça que là, mon 6e géant, je suis en train de le préparer sur le socle de 50-50. Parce que tous les autres sont sur gros socle. Ouais, le 50-50, moi j'ai le géant V6 là. Celui où d'ailleurs mes potes se foutent de ma gueule en disant qu'il a ma tête, mais le géant V6, moi je le trouve incroyable. Et quand j'en avais parlé avec d'autres collègues, ils me disaient ouais mais c'est vachement petit le 50-50, et en fait ils comparent par rapport au géant que t'avais en V8, celui qui avait la vache et tout ça là, et effectivement le V6 passe nickel sur du 50-50. Pour le coup, je le trouve très très bon. Enfin moi vraiment, c'est pas mal boudé parce que trop aléatoire comme unité, mais au final, c'est un petit peu ce qui fait le sel de Old World, déjà de 1, et de 2, c'est qu'il est rarement décevant, mine de rien. Même si c'est aléatoire, ses attaques, elles sont rarement mauvaises. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre comme entrée rare ? Eh bien, en autre entrée rare, on va passer sur tout ce qui est machine de guerre. Bon alors, mea culpa, la baliste Goblin était censée être en unité spéciale, je l'avais zappé. Après, ça reste une baliste, c'est pas non plus la folie. 45 points pièce, c'est pas cher. 3 points de vie, endurance 5. Il y a une CT de 3, socle de 50 par 50, peut être accompagné d'une brute orque. La brute orque, c'est pour 10 points, vous donnez un com à 7 dans la portée de commandement de la brute. Peur des elfes et tirailleurs. C'est surtout que c'est un tir force 6, PA 3. Voilà, après c'est une baliste, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étendre beaucoup plus là-dessus. Vous le positionnez, ça va souvent être sur les flancs, vous cherchez idéalement de prendre des rangs complets, surtout des rangs de cavalerie. Après, toujours la même chose, si votre adversaire se focus sur elle et la détruit très rapidement, il aura mis beaucoup plus de ressources que 45 points, et c'est des dégâts qui n'auront pas été mis sur autre chose. Puis c'est 2 par tranche 2000 en plus, voilà. Donc pour 90 points, t'as 2 menaces qui se baladent, t'en mets une sur chaque flanc. Il y a un monde où elle se rentabilise très facilement. Et de toute façon, 45 points, j'ai envie de dire, à partir du moment où vous avez mis 1 ou 2 PV à un monstre, que vous avez tombé 2 cavaliers type cercle intérieur, élu du chaos, etc., vous pouvez déjà considérer l'avoir remboursé. Et si votre adversaire n'a pas les moyens, parce qu'il est en full cac, parce qu'il n'a pas la distance sur ses blasts, parce qu'il n'a pas de tir à longue portée, vous allez lancer 12 coups sur la partie, et mathématiquement, vous allez arracher les trucs. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas cher, simple, efficace, très classique. En vrai, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que ça. Ça peut... Non, ouais, c'est pour ça que je l'avais zappé. C'est pas que ça sert à rien de s'attarder dessus, mais c'est que en fait, c'est une entrée qui est très classique pour le coup. La catapulte à plongeur de la mort. Alors ça, c'est l'unité emblématique que j'aime beaucoup, que je commence à ressortir. Donc pour 95 points, alors c'est quand même l'unité de tir, enfin machine de guerre des orques la plus chère, mais elle vaut le coup. Endurance 5, 3 PEV. Donc vous êtes machine de guerre, socle de 50 par 75, vous avez vos servants, vous comptez comme une catapulte. Et alors ce qui est très drôle avec la catapulte à plongeur de la mort, c'est que vous allez pouvoir réduire votre déviation. Donc la règle plongeur de la mort qui dit quand vous tirez avec une catapulte à plongeur de la mort, suivez comme d'habitude la règle spéciale bombardement, donc dés d'artillerie plus dés de déviation. Une fois l'étape 2 déviation terminée, vous pouvez jeter un D3 et déplacer le gabarit d'explosion de 3 pas du résultat indiqué dans n'importe quelle direction, pour représenter les efforts désespérés du plongeur de la mort pour contrôler son vol. Est-ce que tu peux juste nous rappeler en une phrase le fonctionnement de la déviation pour que les gens comprennent aussi vraiment l'impact de cette règle-là ? Alors, quand vous ciblez un endroit, vous venez avec votre doigt ou votre gabarit, vous dites je cible tel endroit. Vous jetez un dé de déviation et un dé d'artillerie. Avec de la chance, vous n'avez pas de misfire sur le dé d'artillerie. Et le dé de déviation va donner en fait un angle à la flèche ou sinon un hit. Le hit, c'est l'espèce de croix celtique un peu là qu'on va avoir du coup qui va dire c'est en plein dedans et ça ne dévie pas. Si vous n'avez pas de ligne de vue directe
pour le coup, le cataplongeur de la mort, c'est pas une grande cible. Donc si vous tirez en bombardement par-dessus des unités que vous ne voyez pas directement ou que vous ne pouvez pas voir directement du moins, votre hit va quand même dévier. Et c'est là qu'il y a la petite flèche du hit qui va rentrer en compte. Et du coup, la déviation se fera par là-bas. Par contre, quand vous avez cet événement-là, vous ressoustrayez la CT. Et ensuite, avec le cataplongeur de la mort, l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez pouvoir jeter un des trois, donc moins qu'un autre dé d'artillerie bien évidemment, pour rediriger dans le sens que vous voulez. Donc ça se trouve, vous avez dévié dans un autre endroit, mais vous voyez qu'il y a une personne qui est isolée, type sorcier, duc sur Pégase ou autre saleté, et là vous vous dites, bon, tant qu'à faire, autant que j'aille dedans et que je lui balance la praline directement. Qu'est-ce que tu penses en rapport qualité-prix ? Je le trouve peut-être un poil cher par rapport au lance-roc pour juste cette règle en plus. Au final, c'est juste un des trois qui est recentrable, c'est pas de la folie non plus. Mais je trouve le concept tellement marrant. Et c'est surtout que le lance-roc, vous allez être limité à 1 pour 1000 et le cataplongeur 1 pour 1000. Donc si vous voulez 2 catapultes en tranche de 1500, en moins de 2000 du moins, vous allez être obligé de passer par le cataplongeur. Puis bon, l'unité est vraiment cool. Donc on est d'accord que c'est tout à fait jouable. C'est tout à fait jouable. Tout à fait jouable. Donc la catapulte, c'est portée 12 à 60. Force 4 sur les côtés, 8 au centre. PA 1 sur les côtés, 3 au centre. Mouvement ou tir, bon bien évidemment, encombrante, bombardement, c'est une machine de guerre. Ce qui est intéressant, c'est surtout la blessure multiple D3 plus 1 sous le centre. Ça fait plaisir. Et c'est le petit gabarit de 3 pas. Puis, on arrive au lance-roc gobelin. Alors lui, c'est soc de 60 par 100. Alors me demandez pas pourquoi on est passé de 50-75 en 60 par 100, mais bon. Lance-roc et arme de base, donc c'est littéralement une catapulte avec CT3. Par contre, cette fois-ci, vous avez 6 points de vie et endurance 4 pour 75 points. Et c'est une catapulte de base, donc avec les règles dont je vous ai parlé juste avant. Je sais pas trop quoi dire de plus. C'est une très bonne unité. C'est pas cher. Ça reste suffisamment solide. Et encore une fois, combiné au ceinture ticker ultime, vous allez pouvoir faire des trucs de fou. Et en fait, les machines de guerre, il y a une chose qu'il faut retenir, et ça s'applique pour baliste, cataplongeur, c'est toujours la même chose, c'est que dans votre dispositif, ça va être une des rares unités qui va être quasi totalement immobile toute la partie. Ce qui veut dire que c'est que ça peut aussi représenter pour votre adversaire des tremplins, si vous vous positionnez mal autour. Il peut jouer autour de ça. Rares sont les joueurs qui ont, on va dire, les coronesses de déployer leurs machines de guerre un peu partout sur la table sans protection. Beaucoup vont avoir tendance à jouer autour de ça. Et pour moi, le principal point faible des balistes, c'est pas du tout dans leur létalité, leur tir, leur puissance de feu. C'est sur les informations que ça donne à votre adversaire sur votre déploiement, sur la possibilité qu'il a, s'il joue bien, s'il anticipe bien ses mouvements, de les utiliser vraiment comme tremplin, et comme tremplin pour aller dans les directions qu'il souhaite. Et ça, il y a beaucoup de joueurs qui vont perdre des parties, parce qu'à un moment, il y a une baliste qui va se faire connecter par X pack de cavalerie, et vu que votre adversaire l'a anticipé avec un tour d'avance, le tremplin que ça lui donne l'envoie dans une direction que vous aviez potentiellement pas prévue du tout. Et c'est peut-être le vrai point faible de ces machines de guerre, c'est de représenter des points d'ancrage fixes. Donc c'est pas du tout un impact bloquant, majeur ou rédhibitoire. Encore une fois, il faut l'avoir en tête. C'est que si votre adversaire vous voit paquer vos deux balistes et votre kata sur une colline, il a une probabilité de 95% que vous allez injecter énormément de ressources pour défendre la colline. Et ça, il va l'anticiper. Donc c'est peut-être stratégiquement ce qui va le plus vous desservir, mais à part ça, c'est factuellement ça tire très loin, ça tape très fort, et quand ça touche, ça arrache des PV, ça arrache des bras, ça arrache des jambes. Il y a pas grand-chose à en dire, mais anticiper ce point-là qui va un petit peu plus loin que la simple lecture de la règle, mais qui peut bêtement vous coûter une game. Surtout qu'en plus, les machines de guerre, quand elles se déploient tout en même temps. Donc vous pouvez pas vous amuser à mettre une catapulte, puis une baliste. Non, là, vous allez tout mettre en même temps. Donc en général, vous les déployez vers la fin. Parce que vous voulez pas trop qu'ils sachent où vous êtes. Et c'est surtout que ça vous permette d'aller choper des lignes de vue pour justement éviter les déviations avec hit, pour maximiser le potentiel dévastateur des balistes, etc. etc. Je vais être très honnête avec toi, il n'y a pas grand chose qui vient sur les unités rares, parce que
elles amplifient ce que tu trouves déjà dans SP. En fait, c'est des unités SP en mieux. Oui, Ou en base. Le Squeak Broyer, c'est un gros troupeau. La Kata, c'est une grosse machine de guerre. Celle où j'étais peut-être le moins chaud, le moins hypé au début, c'était la Ragnarok. Et paradoxalement, c'est quand même celle en fait qui va le plus sortir du reste. Bon, même si le Squeak Broyer, je trouve que quand même le Squeak Broyer apporte beaucoup de versatilité aussi. Mi-chevaucheur de Squeak, mi-char, voire même de surprise, tes éclaireurs sont morts aussi. Alors je sais pas comment on le dit, mais supprimeur de l'exterminateur d'éclaireurs. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker, voilà, c'est ça, un peu cette énergie-là. Et la Ragnarok, ben déjà, ça va être un behemoth rapide, et ça va vraiment faire plaisir. Et c'est surtout que ça va être l'espèce de bastillon mobile de tir qui est pas le premier rôle auquel on pense quand on voit la bestiole. Mhm. Et aussi, ça va être notre espèce de tueur de monstres. Donc en résumé, hormis le Squeak Broyer et la Ragnarok, oui, le reste de la super unité spéciale. Mais c'est assez consensuel. Mais c'est assez consensuel, c'est ça. Et après, bon, bah, les armes de guerre, on reste des orques et gobes, c'est pas non plus la grande folie. Le cataplongeur, je trouve que c'est un petit peu dommage quand même comment ils l'ont ramené par rapport à la V8 qui avait vraiment une particularité. Là, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, ils auraient pu faire un truc un petit peu plus particulier. Bon, après voilà, ça reste quand même une bonne unité qui est carrément correcte. Mais celle vraiment où j'ai repris des trucs, je me suis reposé des questions et tout, ça a vraiment été la Ragnarok pendant cette review. Les orques et gobelins, c'est une armée qui est crainte par beaucoup et qui est encore plus crainte à petit format. Parce que ces unités ont un bon pricing, une très bonne puissance, et même des fois par rapport à des unités qui coûtent le même coût en points, elles vont être plus puissantes. Mais si vous raisonnez à l'échelle de toute l'armée, il y a quand même quelque chose qui vous manque. Et maintenant qu'on a fait unités rares et que vous voyez qu'on a l'armée dans sa totalité, en fait vous voyez qu'on n'a pas de super canon apocalypse, qu'on n'a pas de seigneur dragon 700 points, je réduis ta force, patati patata, on n'a pas de perso de l'infini, il y a plein de choses qu'on n'a pas. Et n'oubliez pas que, oui, la Ragnarok est peut-être un petit peu moins forte que les behemoths d'autres armées, mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de vos adversaires qui peuvent gagner 3-4 behemoths. Pas vous. Et vos pavés d'infanterie vont être sensibles à ça. Le seigneur elfe qui va mettre son perso sur dragon à 800 points, full stuff, full machin, full don de bidule chouette, vous avez rien qui a la même puissance en face pour le gérer en 1 contre 1. N'oubliez pas que vos unités rares, même si elles semblent moins flamboyantes qu'un dragon ou qu'un seigneur du chaos sur Chimère de l'enfer, même si elles semblent moins flamboyantes, n'oubliez pas que ces machines de guerre-là vont aller lui prélever ses 4-5 PV sur les premiers tours et lui dire écoute, si tu t'avances trop, si tu t'exposes trop, on va aller te gratter du PV. Et là, votre seigneur orque sur Vouivre, votre gros perso à pied, quand il doit aller taper 5 PV de Seigneur du Chaos monté, c'est pas comme d'aller taper 9 PV de Seigneur du Chaos monté. Et c'est aussi à ça que servent ces unités rares, c'est qu'elles vont aussi aller prélever un ensemble de... Elles vont aller prélever de la ressource et de la vitalité dans certaines unités adverses qui sont tellement puissantes que vous pouvez pas les gérer, puis naturellement y compris le Squeak Broyer qui a aussi ce rôle-là, pour que vos unités qui sont moins fortes parce qu'elles sont à un moment capées en termes de puissance, elles puissent en fait être rééquilibrées et aller finir le job. Et c'est en ça que les unités rares de l'armée, même si, encore une fois, pas flamboyantes, pas extraordinaires sur le papier, elles ont un vrai rôle en termes de synergie. Et je vais prendre l'exemple du dragon elfe noir avec le bouclier de Gronde qui a virtuellement une endurance de 7 et qui a 9 PV. Peut-être bien, Je crois que ça. Bah, c'est 3 plus 6. Oui, ça 3 plus 6 à 9 PV. Ouais, mais t'as que en du 3. Là, t'as en du 7 maintenant. Ah merde, ça va aller. Là, ça va. Ça va. Ah, c'est bon. Mais quand il a croisé la route de 3 lance-rocs, il y a un monde où d'un coup l'encastré dans les orques noirs ou l'encastré dans le perso sur Weir est tout à coup beaucoup moins intéressant. Mais oui, c'est comme par exemple, là j'y repense que je le vois sur la couverture, mais le bon vieux duc bretonien complètement craqué avec son tueur de monstres et tout. Bah, au final, t'arrives dedans avec un Squeak Broyer qui vaut littéralement 3 à 4 fois moins cher. Tu lui cales tes touches d'impact. Derrière, tu fais le malheureux coup fatal.
bah ça saute. Et en fait, c'est ça qui va être bien aussi, c'est que on n'a pas une super grosse CC en orc et gob, on a un peu le même problème que pour avoir les ogres. La CC va rarement péter les 4, voire au-dessus. Comme l'homme-bête aussi. Oui, c'est ça, l'homme-bête, c'est ça. En fait, on a des armées de corps à corps avec des mauvaises CC, ce qui est toujours intéressant. C'est ça. Quoi. Mais par contre, on a beaucoup d'aléatoires, et typiquement, le géant et le squeakbroyer sont vraiment un bon moyen de pallier à ça. On viendra sur la Trollag avec l'Arcane Journal plus tard. L'Arcane Journal, c'est un espèce de géant plus aussi. Absolument. Donc c'est vraiment... ce côté aléatoire va être là pour pallier au manque de CC, assurer de la touche, assurer de la blesse, parce qu'on a quand même des très bonnes forces par contre derrière, faut se le dire. Donc au final, ce qui pourrait paraître comme ça sur le papier pas terrible, va combler des déficits qu'on va avoir, d'où le fait que ce soit en unité rare, c'est pour un petit peu mettre un cap pour que ça parte pas non plus dans tous les sens. Mais voilà, le rare en fait va être vraiment là pour aller spécialiser et se focuser sur un objectif. En tout cas, ceci nous amène donc à la fin de la review des unités de l'armée orc et goblin. Viendront à l'avenir d'autres épisodes plus spécialisés. On parlera d'objets magiques, on parlera peut-être un petit peu de magie, on parlera assurément de l'Arcane Journal. De l'urticaire ultime aussi. Qui pourrait même avoir un épisode dédié d'1 heure. Oui. On pourrait faire des cantiques, 1 heure de cantiques. 1 heure de cantiques d'urticaire ultime. Hein. Avec Tuska, Cladash et tout le monde, et on chantera en chœur. C'est Trollboy, forcément. Qui sont ces personnes? Ce sont les aberrantes. Ce sont les paladins de l'urticaire. Tous morts, tous pourris. Merci beaucoup Raph pour avoir pris le temps de présenter toutes les unités de ton armée de cœur. Eh ben, merci à toi pour me recevoir et puis pouvoir parler de ma passion. À très bientôt. À bientôt. Weg.